Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, quand la BD s'empare de l'histoire autour de la figure d'une enseignante héroïque, nous recevons pour notre grand oral Yves Lavandier, auteur de L'Institutrice. Ça vient de sortir chez Albin Michel. L'Anti-Sèche d'Amal Laoui, l'Anti-Sèche, vous le savez si vous nous suivez, c'est la rubrique dans laquelle on regarde la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité commémoration. Aujourd'hui, celle de la mort de Jeanne d'Arc sur le bûcher, c'était un 30 mai. Programme évidemment, ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Amal, les concours de recrutement d'enseignants ne font pas le plein, on va en sourire pendant quelques minutes. Et puis de l'histoire encore et enfin dans le cours particulier de Marie-Olivier et une guerre mondiale également. Alors pas la seconde dont on va parler avec Yves Lavandier, mais la première. Marie va vous présenter Léon le Poilu. Ça se passe sur Twitter, la quotidienne de School TV. C'est parti, grand oral. On est dans le centre-Bretagne, le 19 juin 1944, à quelques centaines de kilomètres au nord-ouest, le débarquement a eu lieu et la bataille fait rage, mais les occupants et leurs complices français ne renoncent pas et poursuivent la chasse aux résistants et aux juifs. Juifs, le petit Jacques Lay, résistante Marie-Noël l'Instit Lay. Ainsi s'ouvre la très belle bande dessinée L'Institutrice qui vient de sortir chez Albin Michel. C'est à la fois un cours d'histoire, mais c'est surtout un récit assez magistral et un hommage aux enseignants, signé pour le dessin par Carole Morel et pour le scénario et les textes, donc j'imagine, par Yves Lavandier, invité de notre grand oral. Bonjour Yves. Bonjour. L'idée de cette bande dessinée, de cette histoire, elle remonte, dites-vous, à 1990. Oui, à peu près, début des années 90. On est en 22 là quand même. Non, moi, c'est parce que, en fait, très rapidement, je suis passé à autre chose. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas écrite tout de suite. Mais l'idée m'est venue, l'étincelle, en fait, au départ, m'est venue quand ma fille est née. J'ai 4 enfants et ma fille avait 3 ans à l'époque. Elle est rentrée à la maternelle. Mon fils, qui a un an de moins, oui, est rentré aussi l'année suivante. Et j'ai découvert, en fait, le métier d'institutrice à cette occasion. Alors, on peut dire que je le connaissais un peu, mais ça avait... Ça avait vécu un tout petit peu. Oui, mais je me souvenais plus beaucoup. Puis on ne le regarde pas du même œil quand on est enfant ou parent. On ne regarde pas du même œil, oui. J'avais 5 ans. Moi. Et là, vous vous dites, un jour, je rendrai hommage... Ah oui, j'ai été fasciné. Aux instituts. Très admiratif de leur travail... leur travail d'apaisement social, leur travail aider les enfants à vivre ensemble, à se développer. Enfin voilà, ça m'a fasciné. Oui. Alors, plus que le côté apprendre à écrire, compter, etc. Quoi. Ouais, qui compte, mais qui... C'est la fonction sociale, la personnalité, le rôle qu'ils ont les enseignants. Entre-temps, effectivement, il s'est passé 2 ou 3 choses. L'une d'entre elles, c'est que vous êtes devenu le spécialiste français du scénario, que vous pratiquez, que vous décortiquez aussi, notamment dans un livre que tout le monde qualifie de Bible des scénaristes et qui s'intitule La dramaturgie. Vous l'avez d'ailleurs un peu construit comme un film, cette bande dessinée, non ? Oui, mais d'ailleurs, à l'origine, c'est un scénario de film. D'accord. Je l'ai écrit pour le cinéma. Et ça se sent. En 2016. Je vous le dis en tant que lecteur. Hein, ouais, parce que c'est hyper visuel. Bon, merci. Je l'ai écrit. J'ai eu l'idée en 91, on va dire, 92, et j'ai commencé à l'écrire en 2016. Là, je m'y suis vraiment plongé, et l'idée, c'était d'en faire un film de cinéma. Il était à peu près abouti, disponible en 2-3 ans plus tard. Je l'ai envoyé à des producteurs de cinéma, puis ça n'a rien donné. Et j'ai eu l'idée de l'envoyer à des éditeurs de bande dessinée, parce que j'adore la bande dessinée. Je me suis dit que ça ferait une bonne BD. Et ouais, pourquoi pas. Et là, j'ai accroché 4 gros, dont Albin Michel. Donc voilà, j'ai eu affaire avec Albin Michel. Et ça donne le résultat. Je signale que c'est la première partie qui vient de sortir aujourd'hui. On attend la deuxième partie. Donc, rend hommage aux enseignants. On le comprend en regardant la couverture, puisqu'on a l'institutrice Marie-Noël qui est vraiment en couverture. Pourquoi avez-vous situé l'action en 1944 ? Alors, donc, le point de départ, c'est vraiment le métier d'institutrice. Ouais. Bon, voilà, faire le portrait d'une institutrice. J'avais envie de prendre un peu de distance par rapport à la situation contemporaine, même si Dieu sait que les pauvres dérouillent pas mal aujourd'hui. Donc j'avais pas envie de raconter une histoire contemporaine. Et comme tout bon récit doit comporter du conflit, comme j'avais besoin de la plonger dans les épreuves et de remuer le couteau dans ses plaies. Le 44, c'est pas mal pour ça. Voilà, j'ai choisi, je me suis dit 44. Et ça permet quoi d'ailleurs ? Ça permet de grossir le trait. C'est-à-dire que toutes les attitudes humaines sont quelque part sublimées. Les méchants sont encore plus méchants, les gentils encore plus gentils. Il y a un peu de ça. C'est caricature, puis... mais... Non, il y a un peu de ça. Et puis c'est une grosse épreuve, quoi.
Alors bien entendu, si j'avais raconté l'histoire d'une institutrice du centre Bretagne, un petit village de Bretagne qui fait son boulot sans la guerre, normalement, ouais. Bon, mais là, je la plonge dans pas mal d'épreuves. Oui. La morale du jour, ça c'est aussi assez amusant. Elle occupe une grande place dans le bouquin. Elle donne d'ailleurs le titre du... c'est le sous-titre. Oui. Voilà, de la première partie, « Ne fais pas à autrui, point de suspension ». Mais on voit l'institutrice Marie-Noël qui écrit cette phrase au tableau. Oui, c'est je crois que c'était pratiqué à l'époque. Hein. Ouais, tout à fait. Il y avait la morale du jour. Et j'ai choisi d'en faire une moralisatrice. Ce que je ne sais pas si ça se sent quand on lit la BD, mais ce que moi personnellement je n'approuve pas vraiment en fait, pour une raison simple. J'approuve cette morale, je la trouve formidable cette morale. Elle en a plein qui sont formidables d'ailleurs, toutes ces morales. Quand elle dit les mers calmes, les océans calmes ne font pas les bons marins, j'approuve à 100%. On peut passer une très très belle morale, ou un très beau dicton, les mers calmes ne font pas les bons marins. Le problème, c'est qu'à mon avis, quand on fait la morale, on n'apprend pas la morale aux autres, le contenu de la morale à l'autre, on lui apprend juste à faire la morale. Et le sujet du livre, ça va quand même être, et ça va arriver un petit peu plus loin. Est-ce que les élèves, qu'est-ce qu'ils ont retenu de tout ça ? D'ailleurs, à un moment, dans ce tome, elle... On le raconte après l'Anti-Sèche, d'accord ? Pas de problème. Ce qui va se passer dans le tome. Ça vous va, Yves ? À tout de suite. Anti-Sèche, Amal Laoui. L'Anti-Sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire, actualité historique. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anniversaire 30 mai, alors 1431, Jeanne d'Arc meurt sur le bûcher après avoir été condamnée pour hérésie. Oui, capturée par les Bourguignons à Compiègne, c'était en 1430. Elle est vendue aux Anglais par Jean du Luxembourg, comte de Vigny, pour la somme de 10 000 livres. Elle est condamnée à être brûlée vive à Rouen en 1431. Elle avait 19 ans après un procès en hérésie conduit par Pierre Cochon, évêque de Beauvais et ancien recteur de l'Université de Paris. L'évêque Cochon, si bien que Jeanne d'Arc est un personnage bien connu des élèves. Elle fait partie des programmes, on s'en souvient des années après. Le personnage de Jeanne d'Arc est notamment étudié en classe de 5e dans un chapitre intitulé « Société, Église et pouvoir politique dans l'Occident féodal 11e, 15e siècle ». Alors son histoire et son parcours s'inscrivent dans le cadre de la guerre de 100 ans qui a vu s'affronter le royaume de France et celui d'Angleterre. Cette guerre est une guerre de conquête et en même temps une guerre de succession. Donc les élèves vont voir tout ça. Et voilà, ils apprennent la guerre, plus que Jeanne d'Arc. Exactement, guerre qui a débuté en 1337 et qui s'est terminée en 1453. Donc si on compte, ça fait un peu plus que 100 ans, finalement. Mais oui. J'ai essayé de vous piéger là-dessus, je sais non, ça fait plus, les maths et moi. Ouais. En tout cas, en 1328, le roi... 116, je pense, à ce moment-là. C'est ça. Merci. En 1328, le roi Charles IV meurt sans héritier masculin. Les grands seigneurs choisissent son cousin Philippe VI pour lui succéder. De son côté, le roi d'Angleterre, Édouard III, qui est un descendant par sa mère des rois de France, revendique lui aussi la couronne de ce royaume. Ce sont donc ces querelles de succession qui vont donc déclencher la guerre de 100 ans. Guerre dans laquelle Jeanne d'Arc joue un rôle clé. Oui, un rôle clé. Lorsque Jeanne d'Arc, jeune paysanne de Lorraine, intervient, le pays est sur le point de déposer les armes. La jeune femme a des visions qui lui commandent de sauver la France. Elle obtient une petite troupe et rejoint à Chinon le roi Charles VII, dont elle parvient à gagner la confiance. À la tête d'une petite armée, la jeune femme délivre Orléans en mai 1429. Elle bat les Anglais à Patay et fait sacrer Charles VII à Reims. Mais elle échoue devant Paris en voulant délivrer Compiègne, assiégée par l'ennemi. Elle est faite prisonnière. Les Anglais lui intentent un procès pour hérésie. Elle est donc condamnée au bûcher en mai 1430. Et brûlée en 1431. Procès qui va être révisé néanmoins après la reconquête de la Normandie. Oui, exactement. Charles VII décide de faire réviser le procès de Jeanne d'Arc qui est finalement réhabilité en 1456. Son rôle tombe alors progressivement dans l'oubli jusqu'à ce que l'historien Jules Michelet lui consacre un ouvrage en 1853, béatifié en 1909, puis canonisé, c'était en 1920. Jeanne d'Arc est devenue une héroïne du roman national français et tous les élèves s'en souviennent. Eh oui, merci beaucoup. C'est passionnant comment le 19e siècle, notamment à partir de Michelet, a été puiser des personnages totalement oubliés de l'histoire française, mais pour refabriquer des héroïnes et des héros. Merci beaucoup, Amal. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. On retrouve pour l'heure Yves Lavandier, puisqu'on a une anecdote à raconter sur son roman historique à lui, son roman. C'est pas un roman, c'est une BD. Mais ceci dit, c'est un lapsus qui en dit long. C'est une très belle histoire.
C'est vrai qu'elle a la force d'un roman, votre bande dessinée, Yves, la puissance d'évocation. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter comme anecdote alors? C'est l'institutrice, cette BD, je le rappelle, la première partie qui vient de sortir, c'est sorti chez Albin Michel, Les dessins sont de Carole Morel. On parlait morale et on parlait du fait qu'il ne suffit pas d'enseigner la morale pour fabriquer des êtres moraux. Voilà. Il y a une scène dans le tome 1 où elle devrait, en fait elle ne s'en rend peut-être pas compte, mais elle devrait se rendre... voir que ces morales ne servent à rien, puisque des enfants se disputent et n'appliquent pas ce qu'elle leur enseigne tous les jours. Ouais. Donc, mais après, ce sont des enfants. Ben oui, mais c'est à eux qu'elle s'adresse. En fait, elle va comprendre pas mal de choses, Marie-Noël. Bien sûr, c'est plutôt dans le tome 2 que... Alors, on ne spoil pas. On va récolter ce qu'on sème dans ce tome 1. Il y a un sacré suspense. Je vous montre juste la dernière image. Parce non. Alors, la dernière, celle-là. Voilà. Pourquoi pas? C'est le cliffhanger. Mais justement. Bon, allez, si vous voulez. Non, la dernière. Voilà, regardez. Les grands esprits se rencontrent, puisque Marine, qui prépare l'émission, s'est dit qu'on aurait envie de la montrer, cette image-là. Donc, on devine que des gens sont poursuivis. On ne dira pas qui. Et on voit quand même que c'est... Elle fait les gros yeux, d'ailleurs, sur la couverture, Marie-Noël, aux miliciens bretons, en couverture du livre. Aux miliciens bretons, vous avez choisi que les méchants ne soient pas les Allemands, les nazis, mais des collaborateurs. Oui. C'est en fait... c'est peut-être l'une des seules fictions au monde qui se déroule sous l'occupation allemande de la France et dans laquelle il n'y a pas un seul personnage d'allemand. Ouais. Ni nazi, ni bon, ni quoi que ce soit. Ouais. Nazis, ils le sont quand même pas mal. Ah oui, ils épousent les valeurs de nazis. Mais en fait, au démarrage, quand j'ai pensé à ce sujet, c'était des Allemands. Voilà. Et d'ailleurs, si c'était adapté aux États-Unis, on pourrait très bien imaginer au début du XXe siècle, dans une petite ville américaine, une institutrice qui se bat contre des membres du Ku Klux Klan qui viennent chercher un gamin noir. C'est pas bon. Donc il me fallait des méchants. Le scénariste professionnel, il est déjà en train de vendre les droits d'adaptation à Hollywood. Là, quand même, exactement. À Spielberg. Vous avez un message pour Netflix, on peut. Et donc au départ, c'était des Allemands. Bon. Ouais. Et alors pourquoi vous transformez, pourquoi je vous ai dit que ce ne seront pas des Allemands, mais des nationalistes bretons? Peut-être qu'il faut quand même resituer l'histoire, mais il y a un mouvement nationaliste breton qui est antérieur à la Seconde Guerre mondiale, à ce moment-là, qui se reconnaît au cri Breise à Tao. Bretagne toujours. Bretagne toujours, c'est ce qu'ils se disent quand ils se rencontrent, et qui pendant longtemps d'ailleurs, lisais-je, parce que je me suis documenté là-dessus après vous avoir lu, qui longtemps après-guerre restera d'ailleurs synonyme de collabo. Et il y avait des raisons à ça, parce qu'en fait, une partie de ce mouvement a collaboré avec les nazis. Oui. Alors, il y a plusieurs catégories d'indépendantistes et de nationalistes bretons. Il y en a même eu qui ont été dans la résistance, bien sûr. Mais certains étaient tellement avaient des valeurs communes avec les fascistes et les nazis, on va dire, c'est-à-dire antisémites, pureté de la race, c'est ça. Anti-communistes, anti-francs, anti-Paris, anti-la France, en fait, et surtout, et anti-France. C'est ça, et anti-anglais. Ils étaient tellement anti-France que même avant même la déclaration le début de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une délégation, je crois, qui est allée en Allemagne parce qu'ils ont senti la montée du nazisme dans les années 30 pour voir comment l'Allemagne ne pouvait pas aider la Bretagne à se débarrasser de la France, en fait, à se séparer de la France. Donc ça remonte à très loin. Sur les chiffres, je crois que c'était 1500 adhérents évalués. Pour le mouvement, seules quelques centaines auraient été des membres actifs. Voilà, donc on parle bien d'une toute petite minorité, petite poignée qui ont fait quand même des dégâts. Ouais, c'est ça. Mais la milice française de Darnand, ils n'étaient pas très nombreux non plus. La division Charlemagne, ils n'étaient pas très nombreux non plus. Mais ça renforce une vision, vous qui êtes scénariste, dramaturge, ça renforce quand même la dimension dramaturgique, que ce soit des compatriotes d'une certaine façon. C'est original. Alors, au début, c'était des Allemands. Ensuite, je me suis dit, où est-ce que je situe mon action, comme je suis à moitié breton et que j'avais envie de tourner, puisqu'au début, c'était un film. Dans mon esprit, j'avais envie de tourner en Bretagne. On va mettre ça en Bretagne. Très bien. Et puis, je commence à me documenter sur l'occupation en Bretagne. Et là, je découvre, parce que pour moi, c'est nouveau à ce moment-là. Vraiment un fait historique assez méconnu, même un peu tabou. Je découvre cette histoire de nationalistes bretons qui copinent avec les nazis. Donc il y a un mélange de valeurs et d'opportunisme pour se débarrasser de la France. Jusqu'à
s'habiller en Asie quand même. Hein. Il y en a oui, sur oui, les on le 5. voit d'ailleurs sur la. Voilà, sur celui de droite, il est habillé en Bagadoustourm, c'est l'uniforme du Parti national breton, du service d'ordre du Parti national breton, et l'autre est habillé en Asie. Mais il est français, enfin breton. Mais on a quand même Marie-Joëlle qui leur fait des gros yeux. Elle a des yeux absolument terribles. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas essaye d'accord. de protéger. Elle veut protéger Jacques, le petit élève qui vient d'arriver dans l'école et dont on découvre assez rapidement qu'il est juif et il est pourchassé. On se retrouve après la récré. On fait des récrés dans la quotidienne, ça vous va ? Logique. Super, ça tombe bien, récré. Bonjour Amal. Bonjour Emmanuel. Récré dans laquelle on va comprendre comment on devient professeur des écoles. Oui, et vous allez mais voir. d'une façon un peu particulière, à la Amal. Vous allez voir que cet élève a beaucoup d'imagination. Regardez. Explique. En fait, elle passe sur un tapis roulant. D'accord. Et après, on les coiffe. On leur met des lunettes. Et après quelques jours, elles vont dans une salle avec un géant cerveau. Et on leur transfère tout. Et on leur charge. Et après, elles sont prêtes pour aller à l'école. Et ça, c'est l'usine à maîtresse. Et après, quand vous êtes à plat, vous avez plus de charge. Et c'est pareil avec les madames des maternelles. Je pense que oui. C'est pareil avec les messieurs aussi. Et monsieur le directeur aussi. Et avec monsieur le directeur aussi. Oui, je pense. Donc on a tous un port USB sur nous. Bah, c'est pas Madame, et Voilà, quand t'as vous dit êtes qu'on vous presque à bout de téléchargeait charge, tout. vous allez vous recharger. Bah apparemment. Bah, je suis un robot. Au-delà de la blague sur TikTok, petit rappel, Amal, comment devient-on professeur des écoles ? Alors, le professeur En des vrai. écoles, en vrai, déjà, qu'est-ce qu'un professeur des écoles ? Il travaille auprès d'enfants âgés de 3 à 11 ans, enseignant C'est du ce qu'on appelle premier... l'instit, hein. Il y a quand même un lien avec notre bande dessinée. Enseignant du premier degré, il exerce en école primaire, allant de la première année de maternelle à la dernière année d'école élémentaire, donc le CM2. Alors après le baccalauréat, les étudiants qui souhaitent devenir professeurs des écoles peuvent suivre un parcours en alternance dès la première année de licence avec différents dispositifs, dont le parcours préparatoire au professorat des écoles, le PPPE, tout en obtenant un diplôme national de licence. Donc les étudiants bénéficient d'un enseignement spécifique de renforcement disciplinaire pour mieux appréhender le professorat des écoles. Et une fois qu'ils ont cette licence en poche, ils filent en master, le master MEF. Le MEF, spécialisé dans les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Alors cette formation intègre dans ses enseignements orientés vers la pratique du métier une préparation au concours de recrutement des enseignants, puisqu'on le rappelle, pour enseigner bien à l'école primaire, à l'école maternelle et à l'école élémentaire, il faut avoir réussi le concours du recrutement CRPE, donc concours de recrutement de professeurs des écoles. Il s'agit d'un concours académique. Les concours sont organisés en fin d'année, à la fin de l'année du master, et c'est aussi un concours qui est ouvert à tous les élèves issus de Master 2. Master 2. Exactement. Et quand j'ai réussi mon master, je ne suis pas encore tout à fait sorti d'affaires. Pas encore. Les candidats admis deviennent alors professeurs des écoles stagiaires. Ils sont affectés dans une école. Donc pendant un an, eh bien, ils gèrent à mi-temps leur classe et suivent leur formation en Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Et à l'issue de cette année, eh bien, les professeurs des écoles stagiaires doivent valider leur titularisation pour donc devenir enseignants titulaires à la rentrée scolaire suivante. Merci Amal. Et donc ils deviennent professeurs des écoles. On aurait dit instituteurs ou institutrices, c'est ce qu'on a dit pendant des années. Et se retrouver en Bretagne, centre-Bretagne, en 1944, ils auraient été recrutés différemment à essayer de lutter contre l'occupant et ses complices, ses méchants complices bretons. C'est le sujet de l'institutrice et du grand oral, Yves Lavandier. Yves Lavandier, dont c'est la première bande dessinée, mais pas le premier scénario, loin s'en faut. Vous êtes même, Yves, une référence en France sur l'art du scénario. Alors je dis l'art du scénario, j'ai un peu lu ce que vous disiez, j'aurais peut-être dû dire la mécanique, parce qu'en fait, il y a les invariants d'une bonne histoire, d'un bon récit qui remonte au mythe antique. On devrait dire l'artisanat. L'artisanat, oui, ça relie l'art et l'industrie d'ailleurs. C'était... Oui, parce que je pense qu'il y a des mécanismes intemporels et universels. Par exemple il existe une Cendrillon chinoise, figurez-vous. On retrouve les mêmes schémas, les mêmes mécanismes dans toutes les histoires de l'humanité, que ce soit les contes, les mythes, les romans, le théâtre, le cinéma, etc. Et c'est cette base commune qui m'intéressait de développer.
et d'explorer. Vous citez dans un de vos ouvrages, alors c'est pas dans la dramaturgie, ça y est, flûte, le nom m'échappe. Enfin bref. La dramaturgie. La dramaturgie. C'est dans Construire un récit, je crois. Vous citez une anecdote, alors c'est vrai que c'est tout dialogue, que vous dites avoir trouvé dans un documentaire de 2017. Allez-y, puisque vous en souvenez. Oui, c'est un témoin dans un documentaire, en effet, un homme qui raconte que pendant l'occupation, il était alsacien, il était dans la classe, il avait 9-10 ans, il était dans la classe de son père, qui était donc enseignant à l'époque. Et son père était aussi résistant et utilisait la radio de l'école pour écouter Radio Londres. Et un soir, il écoute Radio Londres et il oublie de remettre le curseur sur une fréquence autorisée. Genre un Radio Berlin quelconque. Voilà, radio locale. Ouais, c'est ça. Et le lendemain, manque de bol, il y a un inspecteur allemand qui arrive, qui allume la radio et on se met à entendre des voix britanniques. Gros malaise dans la classe. À ce moment-là, l'instituteur a une inspiration. Il se dirige vers son fils au fond de la classe. Il lui met une grosse claque et il lui dit « Je t'ai déjà dit d'arrêter de tripatouiller cette radio. » Le fils comprend la manœuvre. Présente des excuses, je ne le refais plus, papa. Et l'instit ne se fait pas choper par l'inspecteur allemand. Et l'allemand achète l'histoire. Donc la vie est parfois meilleure scénariste. Enfin, meilleure, vous êtes excellent scénariste, mais la vie est parfois très bonne scénariste, elle aussi. Et on retrouve un clin d'œil à cette scène, quasiment au tout début de l'institutrice, puisqu'elle écoute effectivement Radio Londres. Alors il n'y a pas la scène suivante. Au cas où il y aurait un contrôle, elle remet la... C'est vrai. Non, mais en fait, cette histoire, elle illustre le fait qu'il y a de la dramaturgie dans la vie. C'est ça, voilà. Et qu'il faut plonger dans la vie pour trouver aussi des histoires. On n'apprend pas à bâtir des récits à l'école en France. Non, c'est dommage. Alors que les anglo-saxons le font. On apprend à lire et écrire, donc on apprend la littérature, on apprend sa langue maternelle, et c'est très bien. Mais on n'apprend pas à structurer une histoire et à raconter une histoire, et c'est dommage. Ouais. Qu'est-ce qu'on gagnerait à faire ça ? Former des... Alors, si vous me demandez ce que l'école devrait faire, il y a bien plusieurs choses. Pas tout, Yves, mais là-dessus. Avoir peut-être de meilleurs raconteurs d'histoire. Le récit est un outil de transmission culturelle extraordinaire. Et si on a envie de transmettre notre culture aux générations suivantes, mais pas seulement, à l'étranger aussi, il faut que nous apprenions à raconter des histoires correctement. Donc ça, ce serait... voilà. Mais je pense qu'il y a mieux à faire encore à l'école. Je vais vous présenter dans quelques instants Léon, le poilu. Il raconte des histoires aussi d'une certaine manière, mais c'est sur Twitter, vous voulez ? Avec plaisir. Allez, il va venir, ça va être le cours particulier de Marie-Olivier Amal. Merci beaucoup. Cours particulier, Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier où l'on parle aujourd'hui d'une institutrice et de sa classe de CM2 à propos de l'autre guerre mondiale, la Grande. Tout à fait, Stéphanie. Alors, je précise, on disait la Grande Guerre, quoi. Je ne considère pas que la deuxième était petite. Bien sûr, Première Guerre mondiale. Voilà. Stéphanie, institutrice dans le Jura et formatrice d'enseignants, participe régulièrement au programme S'Aventurier, école de la recherche, avec sa classe. Et ses élèves ont notamment travaillé sur des projets biologiques, neuroscientifiques et historiques. S'Aventurier, on avait accueilli d'ailleurs Jean Sourd sur ce plateau il y a quelques semaines. Juste d'un mot, vous nous rappelez en quoi ça consiste ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un programme d'apprentissage par la recherche. Tout au long de l'année, les élèves d'une classe travaillent à un projet de recherche avec leurs enseignants et avec un ou deux mentors scientifiques qui sont vraiment des chercheurs spécialistes du domaine. Et donc Stéphanie, l'institutrice, et sa classe de primaire dans le Jura, ils ont travaillé sur un S'Aventurier, un projet historique. Tout à fait. En 2019, la classe de CM2 de l'école primaire Les Rousses a mené un travail de recherche historique sur la Première Guerre mondiale. Ils étaient accompagnés par Gaëlle Charcosset, historienne, leur mentor. Et ça consistait en quoi, concrètement ? Alors, ce sont les enfants qui ont décidé du thème. Ils ont réfléchi à travailler sur un projet sur la Première Guerre mondiale et une élève de la classe a apporté des lettres que son arrière-grand-père envoyait à sa famille lors de cette guerre. Une du 11 novembre 1918, mais aussi de nombreux autres. Et ces missives sont vraiment devenus le prétexte pour suivre l'histoire de Léon le Poilu, donc l'arrière-grand-père de la petite fille, et analyser le contexte historique et le comprendre. Ils ont tombé sur un trésor, c'est une mine d'or, ça, pour appréhender ce que vivaient les poilus dans les tranchées. Oui, tout à fait, surtout qu'il y avait vraiment beaucoup de lettres et c'est devenu très concret, très palpable. Et donc la classe a décidé de créer le compte Twitter de Léon le Poilu à partir de ces lettres. On voit son compte à l'écran.
Et à travers le fil de tweets, on suit les avancées et le quotidien d'un poilu dans les tranchées. Par exemple, le départ de Léon. Besançon, 3 mars 1916. Le départ pour Valdaon est fixé le 1er mai. Le travail devient plus dur et la nourriture moins bonne. Je suis allée 2 fois au tir. J'ai eu très bien, c'est pas bien difficile. Donc, autre exemple, un petit peu plus tard. Des mots d'enfants. Ouais. 3, 29 septembre 1916. Entre Dijon et Troyes, nos sous-officiers se sont battus contre des chasseurs. Un des sergents avait la figure en sang. Je vous embrasse tous. Donc les élèves sur ce tweet ont aussi mis une carte afin de montrer le déplacement de Léon, donc entre Valdaon et Troyes. Dijon et Troyes, pardon. Voilà. Pourquoi créer un compte Twitter ? Quels sont les effets en fait, pédagogiques de cette initiative ? Eh bien, les lettres de Léon, comme un journal, sont résumées en quelques mots sur Twitter. Donc, ça requiert vraiment une analyse et une lecture, une analyse fine des lettres manuscrites pour pouvoir synthétiser l'information en 140 caractères. Les CM2 ont aussi appris à croiser les sources et à vérifier les informations. Croiser les sources, comment ils ont fait ? Ils ont regardé dans des archives, des livres d'histoire ? Oui, une seule histoire ne suffit pas. Donc, ils sont allés chercher d'autres histoires avec leur mentor historienne, Gaëlle Charcosset. Le compte Twitter était d'ailleurs aussi un moyen de communiquer avec elle. Donc, ils lui posaient des questions, des précisions, demandaient des précisions sur un mot, un concept, une explication historique. Et l'historienne répondait avec des ressources ou des pistes. Elle donnait aussi des conseils. Par exemple, regardez ce tweet. N'oubliez pas de croiser les informations entre les différents documents. Est-ce qu'ils disent tous la même chose ? Donne-t-il un autre regard sur les événements ? Bon courage dans vos recherches. C'est vraiment de l'éducation aux médias et à l'information. Au passage, c'est vraiment formidable. Et le compte Twitter était aussi une façon de montrer les travaux de recherche de la classe. C'est ça, il permettait de suivre où en étaient les enfants, donc même montrer aux parents, aux autres professeurs, etc. De faire des comptes rendus des visios avec leur mentor, historienne, mais aussi de partager leur book de fin d'année qui reprend l'histoire et les lettres de Léon. On voit à l'écran. Les petits historiens de la Grande Guerre ont même mis en place un escape game à la fin. Ils étaient vraiment passionnés par le sujet, sur le thème de la Première Guerre mondiale, et ils ont aussi monté une exposition. Génial. Je crois que vous aviez un autre coup de cœur, vous avez hésité, vous allez peut-être nous en reparler. Oui, tout à fait. En fait, dans la même veine, on revient à la Seconde Guerre mondiale. Sur Instagram, le compte Eva Stories a été réalisé en 2019. Et en fait, il reprend vraiment les codes de la génération d'aujourd'hui, donc la génération Z avec des stories, etc. Et on suit le journal d'une Hongroise de 13 ans qui a été déportée à Auschwitz en 1944. Et donc, on suit au fur et à mesure sa vie. C'est comme un autre journal d'une adolescente. C'est ça, avec 1 million d'abonnés sur Instagram aujourd'hui. Et vraiment, des codes... vraiment, on a l'impression de suivre une ado de nos jours, en fait. Marie, merci beaucoup pour toutes ces ressources et toutes ces initiatives. Yves, merci beaucoup. Bravo pour cette institutrice. Merci. Vous tweetez un peu, vous ? Du tout. C'est pas votre truc. C'est un peu Facebook, mais voilà. Ah, quand même. Oui. On a mis le Moi, doigt. je suis à 1.0. 1,5 si c'est Facebook. 1,5 si vous voulez. 1,2. L'institutrice Yves Lavandier et Carole Morel. Première partie, ne fait pas à autrui, point de suspension. Le tome 2 est pour quand ? Puisqu'on a Fin septembre. Fin septembre. On va quand même survivre tout l'été sans savoir ce qui se passe. C'est dur avec nous quand même. C'est l'art du cliffhanger. Le cliffhanger, ça, dans le scénario, c'est l'accroche. C'est l'accroche qui fait qu'on va... C'est le nœud dramatique, l'événement qui donne envie qui pose une grosse question, un suspense, et qui donne envie de connaître la suite. Voilà. Et là, il faut reconnaître qu'on a eu la main un peu lourde. Oui, c'est un petit peu désagréable. Je suis heureux de vous l'entendre dire quand même, en tant que lecteur qui a souffert. Je reconnais. Je voulais d'ailleurs... Sauf qu'on a bon cœur de vous avoir invité en vrai. Publiquement et officiellement présenter nos excuses. Bon, et vous n'êtes pas obligé d'attendre septembre pour l'avoir dans... l'intégralité, c'est beau et c'est bon aussi d'attendre, c'est bien de gérer la frustration, c'est comme ça qu'on grandit, sursoir à ses propres désirs. Absolument. Merci donc 1000 fois, et puis si vous êtes passionné d'écriture, de scénario notamment, mais si vous l'êtes, vous le savez, La Dramaturgie est un ouvrage de référence signé également Yves Lavandier. Marie, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de la quotidienne de School TV. Au maquillage, Colline Hamel, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Charles Fontaine. Et puis au son aujourd'hui, Alexandre Larochelle, à la réalisation, Lauriane Bouet. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. On est 3, 4, 5.0 nous.